Bienvenue mesdames et messieurs dans ce beau cadre de Meriba Hotel où nous sommes là pour pouvoir réaliser cet entretien que nous accordons à monsieur Symphorien Massanka qui est monétariste, financiariste. Il est chercheur mais il est également écrivain. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons pouvoir parler de comment générer les finances, les ressources au niveau interne. La RDC devra-t-elle toujours tendre sa main auprès des puissances extérieures pour pouvoir se faire développer? Jusqu'à quand la RDC devra-t-elle demeurer dans cette situation? Et comment faire en sorte que nous puissions devenir dépendant de nos propres ressources, dépendre que des ressources internes? Toutes ces questions, nous allons pouvoir les poser à M. Massanka qui, dans le cadre de son travail, de ses recherches, a estimé que la RDC est en même de pouvoir se produire au niveau interne et pouvoir relever ce défi. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus. Alors, je m'en vais saluer M. Symphorien. Bonjour, M. Symphorien. Bonjour, Madame Chantal. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour pouvoir débattre de ce cas, de cette situation réelle que connaît la RDC. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes porteur d'un projet d'organisation et fonctionnement de la Banque des biens meubles et immobiliers locatifs. Nous allons pouvoir commencer par là. Pouvez-vous nous donner le contenu, l'idée exacte? Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir aborder cette question et pouvoir mettre à la disposition de la République ce projet? Ok. Merci beaucoup, madame, pour la question. Ce qui m'a poussé, c'est par rapport d'abord à ma situation sociale. Ma situation sociale, vous savez que quand quelqu'un souffre, il cherche toujours des solutions pour sa vie. Et en plus, dans les études que nous avons faites, on est en train de nous demander à pouvoir réfléchir davantage sur les questions du pays et comment trouver des solutions pour que plus tard nous puissions avancer. Et ensuite, lorsque nous lisons plusieurs de nos lois, nous retrouvons qu'il y a dans nos lois des possibilités à ce que le pays puisse avancer. Mais ces lois-là ne sont pas beaucoup plus appliquées et en même temps, il faille quelque part essayer de le remettre en force pour que l'État puisse obtenir ce dont il a besoin. Et en quatrième lieu, j'ai remarqué que les booms immobiliers peut être ou est un facteur de développement dans notre pays. Et on peut, à partir de ces booms immobiliers, créer des richesses internes. Comment arriver à générer justement ces recettes à travers l'immobilier? Comme vous vous êtes donné de la peine pour pouvoir réfléchir là-dessus, c'est quand même une innovation parce que je ne connais pas encore plus d'un Congolais qui a réfléchi dans ce sens et vous estimez que l'immobilier peut justement générer des bénéfices pour la République? Oui, il n'existe pas simplement l'immobilier, mais aussi ce sont des biens meubles et immobiliers locatifs. Ça peut être les maisons que nous louons, ça peut être les maisons qui existent, ça peut être les voitures ou les motos qui circulent, ça peut être les bateaux, ça peut être autant de choses que l'humain utilise et qu'il loue. Un camion qui prend des marchandises, ce camion-là peut générer des recettes. Et alors comment? Je me suis dit qu'il y a une possibilité à partir de la loi, à partir d'une loi qui peut être mise en œuvre pour parvenir à créer des possibilités à ce que cette loi-là puisse demander à tout Congolais de pouvoir contribuer assez favorablement. Parce que dans notre constitution, il y a la loi, l'article 65 qui demande à tout Congolais de pouvoir contribuer. Et là, cette contribution-là doit être faite à partir des impôts et des taxes. Mais de quelle manière? Justement, de quelle manière? Parce que la DGI
Je crois que la DGI perçoit également des taxes sur immobilier, sur des impôts. Elle a des impôts locatifs, tout ça, des maisons. Il y a quand même des bailleurs qui respectent cette taxe-là. En quoi est-ce que votre démarche est-elle différente de ce que la DGI est en train de faire? Oui, ma démarche est assez différente. Différente dans le sens que je pars sur la loi sur le baux au loyer immobilier et locatif. Cette loi-là, dans certains de ces articles, à partir de, je crois, à partir de l'article 18 jusqu'à l'article 22, demande à ce que la garantie locative soit reversée à celui qui a payé ça. Donc, lorsque nous payons une garantie locative, cette garantie locative, qu'elle soit de 3 mois ou de 6 mois, doit être remboursée au locataire à la fin du bail. Alors, comment arriver à ce que... à condition que le locataire soit fidèle. Oui, soit fidèle, mais aussi à condition que le bailleur sache garder cette garantie-là. Alors, je me dis, au lieu que le bailleur garde la garantie, puisque c'est l'argent qui doit pouvoir retourner, alors que l'on puisse créer une banque. Et laquelle banque où on va reverser tout cet argent-là dans cette banque. Monsieur Massanka, soyons pragmatiques, hein, parce que vous êtes chercheur, moi je voudrais être pratique. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les bailleurs qui acceptent une garantie locative, c'est pour répondre à un besoin. Justement parce qu'il y aura, si le locataire veut sortir de la maison, on prendra un autre locataire, il versera la garantie et on pourra remettre au locataire. Ben, vous voulez que lorsqu'on donne la garantie, que le bailleur prenne cette garantie-là pour la déposer dans une banque. Oui, que les bailleurs prennent cette garantie-là. Mais le problème, cette garantie vient justement répondre à un besoin auprès du bailleur. Non, non, la garantie ne vient pas répondre à un besoin. La garantie, c'est bien dit, c'est une garantie. Hein? Cela veut dire que ça prévoit tout simplement les mauvais jours. Ça prévoit tout simplement les mauvais jours. Et donc, cette garantie-là est censée être stérilisée quelque part. N'être pas utilisée parce que le locataire peut se décider à la minute même, il dit non, je rends mon contrat avec vous, je sors. Et donc, dans votre logique, le bailleur ne devra attendre que le paiement mensuel. Oui, le bailleur ne devrait qu'attendre le paiement mensuel, mais dès lors que cet argent est en banque, toutes les garanties seront mutualisées. Ça fera un fonds. Et que ces fonds-là doivent générer des recettes. Et que ces recettes-là doivent profiter et aux bailleurs, et aux locataires, et même à l'État. Et lorsque toutes ces personnes-là obtiennent les intérêts, hein, l'État est en train de fructifier l'argent de sorte que cet argent puisse amener à ce qu'il y ait un développement, que l'on puisse arriver à créer la classe moyenne. Et comment on va arriver à créer la classe moyenne? C'est lorsque l'argent est en banque et que vous, les locataires, vous avez la possibilité d'aller demander un crédit et que l'on vous donnera ce crédit-là à un taux assez faible. Un taux assez faible, ça peut être à 1%, à 2%, parce que vous savez que toutes les banques qui se trouvent ici, 99,9% des banques ici au Congo sont des banques étrangères. Et puisqu'elles sont des banques étrangères, si vous allez demander un crédit là-bas, ils vont vous les donner à un taux d'enfer. Hein? Cela veut dire à 20%, à 18%. Mais une garantie qui est mutualisée dans une banque, c'est l'argent de la population. Et cet argent de la population doit faire de sorte qu'elle puisse bénéficier à ceux qui ont contribué à mutualiser cette garantie-là. Alors je me dis qu'il va falloir que l'on puisse profiter de cet argent-là, de sorte que l'État puisse, à travers d'autres projets qui peuvent naître de cette mutualisation de garantie, il puisse y avoir l'engagement de la jeunesse. Et qu'en est-il des meubles et des véhicules, vous avez dit, ou des motos? Comment va concrètement se dérouler ce prélèvement
de tous ces fonds, de tous ces fonds qui peuvent être générés? Bon, les motos, les véhicules, tous ces gens-là doivent se faire identifier à nouveau. Parce que la plupart des fois, vous voyez que lorsqu'ils ne sont pas identifiés, ou même quand ils sont identifiés, ils ne savent pas mieux passer d'une main à l'autre. Quelqu'un qui a sa voiture peut facilement la vendre, mais on peut aussi voler cette voiture-là et la vendre. Mais avant de pouvoir vendre cette voiture-là, dans chaque voiture, il y aura des gadgets qui seront comme comment je dirais, de petites machines dedans pour identifier la circulation de chaque voiture. De sorte que ça puisse garantir les propriétaires. Il y a des propriétaires qui, lorsque sa voiture est sortie, il ne sait pas quand est-ce que ça va lui revenir, qu'est-ce qui est arrivé au chauffeur, parce qu'il y a des chauffeurs qui sont enlevés. Hein. De cette façon-là, il y a une possibilité avec les NTIC qui sera mis sur pied. On va voir de sorte que la voiture est sortie. Voilà l'itinéraire de toute la journée. Hein, et tout ça, c'est lorsqu'on aura une banque. Et dans cette banque-là, il y aura plusieurs services qui devront travailler de sorte que l'on puisse gérer les biens immobiliers locatifs. Et donc, vous pensez qu'il faut nécessairement, impérativement, une loi de l'État pour pouvoir mettre ou activer ce projet? Oui, je pense qu'il faille que les chefs de l'État puissent s'impliquer. Comme nous lui avons envoyé le projet, nous espérons que ce projet lui est arrivé et que le chef de l'État doit prendre une loi pour pouvoir créer une banque. Mais ça ne sera pas une banque qui sera créée comme ça, vaille que vaille. Ça sera une banque du genre hôtel de monnaie. Parce que cette banque-là sera rattachée à la Banque centrale et sera sous la tutelle de la Banque centrale. Hein? De sorte que, puisque la Banque centrale, c'est une banque qui est banque de banques, la banque mère, qui ferait de sorte que ça pourra donner un peu plus de garanties à toutes les personnes qui vont pouvoir être attachées ou membres de la banque. Monsieur Masanka, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? C'est vrai que vous avez écrit au chef de l'État. Y a-t-il eu une suite ou bien un début, ne fût-ce qu'un début de commencement dans ce que vous avez eu à faire comme démarche au niveau de la présidence de la République? Ah oui, c'est là où je formule un peu plus de regrets pour savoir que je me demande qu'est-ce qui se passe à la présidence. Parce qu'un électeur, quand tu l'écris à son président de la République, le président de la République doit les répondre. Nous sommes 80 millions. Oui, vous êtes 80 millions, le président de la République. Ce n'est pas pour rien que vous attendez qu'il y a 1000 personnes qui sont engagées à la présidence. C'est pour faire ce travail-là. Hein? Mais comment expliquer que j'ai introduit mon projet depuis le 14 mars 2019 2020, 2019 2019. Donc vous voulez dire que ça fait plus d'un an? Oui. Et on ne sait pas vous répondre. Un projet, on ne sait pas vous répondre. On m'a appelé et j'ai parlé avec un conseiller, mais ce n'était pas suffisant. Et puis après, le conseiller m'a dit qu'il fera une note technique. Encore là, je suis en train de rire les notes techniques parce que quand on a entendu l'ancien directeur parler de notes techniques, je me suis souvenu qu'on devrait aussi faire une note technique sur mon projet, mais cette note technique-là n'a jamais abouti. Hein? Et puis depuis lors, on n'a pas répondu. J'ai encore introduit une deuxième lettre pour le suivi. Pas toujours de réponse. Alors je me dis, mais nous sommes où, dans quel pays? Quand je pose la question à plusieurs personnes, on me dit, oui, mais c'est comme ça à la présidence, lorsque vous écrivez, on ne vous répond pas. Mais il faut dire quand même que c'est un gros projet qui demande quand même des études pour pouvoir entamer sa mise en œuvre. Ne voyez-vous pas que
je ne parle pas à la place de la présidence, mais qu'il faille prendre quand même du temps pour pouvoir étudier à fond ce dossier. D'autant plus que ce que ça représente, ça voudrait dire qu'il faut reprendre tout à zéro. L'identification des locataires, l'identification des bailleurs, l'identification des propriétaires des meubles, de véhicules, tout ça. Ne voyez-vous pas que la présidence peut avoir une excuse dans ce sens-là? Non, non. La présidence, d'ailleurs, c'est un atout pour la présidence. Parce que le président de la République, on lui comptera. En 2023, on ne lui demandera pas le nombre de fondations. On lui demandera combien de gens vous avez engagés. Qu'est-ce que vous avez fait pour les chômeurs? Qu'est-ce que vous avez fait pour les PIB? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'inflation? Comment vous avez pu créer la classe moyenne? C'est maintenant que l'on doit appeler celui qui a introduit le dossier pour discuter avec lui, pour peut-être de plus amples informations, pour voir la faisabilité dans tel ou tel petit problème qu'il a évoqué. Parce que tout cela demande à ce que l'on puisse engager dans mon projet. Je dis, il est possible d'avoir au moins 100 000 emplois directs. Donc, vous voyez, dans ce projet, il y a également ce bénéfice de pouvoir créer des emplois qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on ne se cache pas la face. On n'a pas encore créé d'emplois, tel que le chef de l'État l'avait dit dans sa promesse de campagne qu'il créerait 2 emplois, mais jusqu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être qu'il y a de ceux-là qui se retrouvent, mais il n'y en a pas encore eu de très poignant. Donc vous voulez dire qu'avec ce projet, le chef peut atteindre 100 000 emplois. Madame, je vous dis qu'avec ce projet, Monsieur le Président de la République peut atteindre au moins 120 000 emplois. Les emplois directs. Et si on compte les emplois indirects, ça peut aller même à 120 ou 130 pour toute la République. Et comment? Qu'entendez-vous par emploi direct et indirect? Emploi direct, c'est-à-dire les jeunes gens que l'on va engager. Parce qu'on va engager les topographes, on va engager les ingénieurs, on va engager les informaticiens. Et comment commencer à les payer déjà en amont? Parce qu'il faudrait quand même que les travailleurs aient une garantie. Qui devra les payer? Parce que c'est un projet qui demande quand même en amont. Il faudrait avoir un fonds pour pouvoir mettre ça en place. Donc on ne va pas attendre que ces bailleurs ou ces garanties locatives puissent déjà commencer à verser leur argent pour pouvoir payer tous ces gens qui vont travailler. Il faudrait en amont avoir quand même un capital avant de commencer. Madame, la banque qui sera créée est rattachée à la Banque centrale, la banque des banques. Donc la banque des banques est capable de pouvoir chercher l'argent pour investir dans cette banque afin que l'on puisse avoir la possibilité de mutualiser toutes ces garanties-là. Parce que le fait de pouvoir mettre ces projets-là en marche ferait de sorte que les jeunes gens qui doivent d'abord commencer par la formation. Après la formation, ils vont commencer maintenant à pouvoir faire la publicité. Tout ça, ça va prendre du temps. Et le temps que ça prend, on est en train de pouvoir créer la possibilité que les jeunes gens sentent quand même que quelque part, il y a déjà de l'ouverture de l'emploi. Monsieur Massanga, dans ce pays, on a connu le phénomène Ngouma, le phénomène des banques qui arrivent, permettez-moi le terme, à escroquer même les clients. Pensez-vous que la population congolaise est au jour d'aujourd'hui en même de pouvoir placer ces fonds, même s'il y avait une loi contraignante par rapport à votre projet? Madame, la loi ne se plaint pas. L'État ne se plaint pas. Parce qu'il y aura des gens qui vont faire le suivi du jour au jour. Et dès lors que vous ne vous appliquez pas à la loi, l'État va pouvoir frapper. Et puis, c'est une banque qui est rattachée à la banque mère. Comment vous allez dire que c'est quelque chose qui va fuir? Non. Elle est rattachée à la banque mère. Et le projet est estimé à combien déjà? Est-ce que vous avez un coût? Parce qu'à la fin du projet, on peut quand même évaluer. Vous venez d'énumérer les formations en amont, tout ça, le suivi, les topographes. Vous avez quand même eu déjà à évaluer le coût que ça peut
prendre? Bon, jusqu'alors, les études sont toujours en cours et j'attends que l'on puisse vraiment se fixer avec mes collaborateurs pour pouvoir donner le coup final. Mais le projet, là, il existe pour voir les différentes possibilités de pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Mais pourquoi seulement vous vous remettez à l'État? N'y a-t-il pas eu des privés qui peuvent également créer des emplois? Parce que l'appel du chef de l'État, ce n'est pas seulement... justement, l'État a sa responsabilité, mais aussi le chef de l'État a lancé aussi l'appel envers les compatriotes qui peuvent aussi apporter en plus une pierre dans la reconstruction du pays. Ne pensez-vous pas qu'il ne faille pas limiter justement ce projet uniquement à l'État? Et si ça pouvait aussi être bénéfique aux privés pour qu'ils puissent exploiter cela, ce n'est pas envisageable aussi cette option-là? Non, non. C'est parce que c'est une création d'une richesse interne. Et une richesse interne ne concerne que l'État. Les privés, quand ils viennent avec des fonds de l'extérieur, des capitaux externes. Il y a des privés congolais qui peuvent aussi faire ça. Oui, mais je n'ai pas confiance aux privés congolais. J'ai confiance à mon État. J'ai confiance à mon président de la République qui voudrait, avec son projet de société, le peuple d'abord, hein, qui, je pense qu'à travers ce projet-là, il peut parvenir à pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment utile pour ce pays. Il ne faut pas aller voir les privés parce que les privés ont beaucoup de conditionnalités. Or, chez nous, il suffit que le président de la République s'emprunte du projet et voie la bienfaisance de ce projet et se disent « Ok, ce projet vaut son pesant d'or, alors je mets tout en œuvre, on met une équipe de la Banque centrale, du ministère de l'économie, du ministère des Finances, du ministère des Budgets, hein, de l'auteur même du projet, hein, des ingénieurs informaticiens, on les met en place, des topographes, des ingénieurs en bâtiment, on les met ensemble pour réfléchir et voir les coûts dans chaque domaine. Parce que dans ces projets, madame, ce qui est aussi beaucoup plus intéressant, c'est quoi? C'est que chaque maison doit pouvoir obtenir des gadgets. C'est-à-dire quoi le gadget? Oui, lambda? Oui, c'est-à-dire que ça peut être un petit boîtier, hein, le boîtier qui peut facilement communiquer avec l'extérieur. Hein. Et ces boîtiers-là, je ne sais pas comment le dire, il faut peut-être comme un petit téléphone mais qui est placé au mur. Et lorsqu'il y a par exemple la question de Koulouna dans les quartiers, le propriétaire ou les locataires ou les riverains, lorsqu'il voit qu'il y a le Koulouna, il n'a qu'à aller tout simplement pointer, appuyer sur le gadget, et puis directement l'information passe jusqu'aux concernés pour dire voilà, nous sommes dans une zone qui est à l'insécurité, alors il va falloir que vous venez intervenir. Alors, s'ils ne viennent pas intervenir, c'est l'État qui va demander, hein, comme on dit, aux responsables, pourquoi vous n'êtes pas intervenu en ce lieu. Et dans ce gadget-là, il y aura la possibilité de contrôler la consommation en électricité. Lorsque le courant part, vous savez que chez nous, tantôt le courant part, il revient, ainsi de suite, on peut se dire, voilà, maintenant là, le courant est parti, il va tout simplement pointer sur le gadget pour montrer comment la desserte, hein, en eau potable ou en électricité est faite. Et on va demander aux responsables pour dire voilà en ce milieu-là. Et il y a une possibilité à la fin de faire un rapport pour savoir qu'annuellement, la République a été desservie comment en eau potable. Quels sont les gens qui sont desservis ou ne sont pas desservis? Et à temps réel, madame. Finalement, vous ramassez tout. Oui, mais c'est parce que ça s'écrouve. Oui, mais ça s'écrouve dans la banque. Et c'est pour prendre beaucoup de jeunes gens qui doivent s'occuper de tel secteur, de tel secteur. Hein? Tout ce que nous vivons, c'est dans nos foyers, madame. Hein? Les incendies, par exemple. Hein? Parce mais vous n'êtes pas non plus le premier à réfléchir comme ça.
Oui, je ne suis pas le premier, mais maintenant, là, ceux qui ont réfléchi n'avaient pas peut-être la chance. Mais moi, j'aurais peut-être la chance d'être écouté par un président qui prône le peuple d'abord. Hein? Je suis son électeur, il va m'écouter, il va dire, voilà, c'est un projet qui vaut son pesant d'or. Donc, il y a autant de choses que l'on peut faire avec ce projet-là, que l'on peut engager beaucoup de jeunes gens, de sorte que l'on puisse arriver à ce que ce pays puisse émerger autant. On parle d'une richesse pérenne, hein? On parle de projets qui sont à long terme. Mais ce projet, c'est un projet qui est durable. Hein? Qui est durable parce qu'il restera des années et des années. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'apport du FMI, de la Banque mondiale, de toutes ces institutions monétaires internationales, vous pensez que ça ne fait que reculer la RDC de toujours être dépendante? Certainement, madame. Et avec ce projet ici, on peut parvenir à être indépendant, hein, de la FMI, de la Banque mondiale et tout ça. Même des institutions, des autres clubs, les clubs de Paris, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a une difficulté d'avoir l'argent, l'État recourt à ces gens-là. Et si on... Alors qu'à l'interne, vous avez des bailleurs... Des bailleurs, oui, oui. Des dollars en termes de garantie. Voilà, hein, madame. Supposons, prenons tout simplement le montant de 50 $. Nous sommes 80 millions d'habitants. Et ces 80 millions d'habitants, si nous prenons par exemple que nous divisons, chaque ménage peut avoir 8 personnes, on divise, on peut avoir tout au plus 10 millions. Alors, si nous prenons 10 millions de ménages et que nous multiplions par 50 $, nous aurons combien, madame? C'est beaucoup d'argent. Hein? Et cet argent-là, si par exemple on met cet argent dans une banque, et que l'on divise, la Banque centrale dit chaque banque pour être agréée, il faut avoir un minimum de 10 millions. De 10 millions de dollars. Si on prend cet argent-là qu'on a mutualisé ensemble, hein, et que l'on met pour avoir une banque, on verra que chaque province aura sa banque. Or, en ce moment ici, précis dans notre pays, il n'existe pas de banques purement congolaises qui peuvent aller s'installer partout et sans condition. Et pour lesquelles les gens peuvent aller prendre un crédit à un taux zéro, par exemple, parce que c'est leur argent. Hein? Et lorsque vous prenez le crédit à 1%, à taux zéro, hein, mais c'est une classe moyenne qui se retrouve. Merci beaucoup, M. Massanka. Nous sommes en train de chuter. Là, nous allons vous demander votre mot de la fin. Avez-vous à dire au niveau du président, vers le président de la République, à tous ceux qui nous suivent? Vous avez un mot à dire pour clôturer cet instant. Ok, merci madame. Au président de la République, je dis ceci. Je me rappelle sur le regard de bien son compte Twitter, à l'époque où il était en train de faire la campagne, j'ai contribué avec plusieurs faisabilités de sa campagne. C'est-à-dire que je lui ai demandé de pouvoir, par exemple, aller avec ou sans machine à voter. Et là, il m'a écouté. Il est parti aux élections avec ou sans machine à voter. J'ai demandé au président de la République, quand il faisait sa campagne au niveau de Sainte-Thérèse, de s'intéresser à la question de la jeunesse. Et il en a parlé. Alors j'étais vraiment très très heureux de voir que le président de la République m'écoutait. C'est comme ça que j'ai réfléchi avec ce projet. Le président de la République doit savoir qu'on ne lui demandera jamais combien de membres de la diaspora qui sont venus ici pour travailler. Non. On lui demandera combien de chômeurs vous avez embauchés. Hein? Quelle est la classe moyenne? Les PIB du pays. Hein? Vous l'avez relevé à combien? L'inflation. Et tout ça, c'est dans la classe moyenne qui doit pouvoir crier. Prendre une loi, M. Massanka, c'est aussi le travail de l'Assemblée nationale avec tout ce qu'il y a comme atmosphère, climat politique. Pensez-vous que le président aura également l'attitude de pouvoir
se retrouver dans ce projet? En fait, si c'est bien fondé pour une population, moi je ne vois pas pourquoi l'Assemblée nationale... Avez-vous déjà écrit également aux deux chambres du Parlement? Non, non, je me suis refusé parce que, regardez, j'ai écrit au ministre de l'Habitat, hein, j'ai été même le voir. Bon, il n'a pas semblé tellement pouvoir me comprendre. Il m'a confié chez un de ses conseillers. Le conseiller ne m'a jamais rappelé. Hein. Il m'a dit non, on a déjà fait quelque chose ça dans Fonaba, dans ceci. Quand je regardais Fonaba, il n'y a rien de tout ce que moi je parlais. Et donc, vous vous adressez, votre seul rempart, c'est le président? Le président de la République, parce que c'est lui le garant. Et puis je vais dire ceci à maman Denise. Maman Denise, votre cher époux sera compté sur base de jeunes gens qui l'aura engagé, des personnes qui leur ont donné du travail. Et donc, veuillez vous intéresser à ces projets. S'il est donc nul, c'est bon. Mais s'il vaut son pesant d'or, alors comptez, parce que c'est au moins 100 000 emplois. Hein, c'est beaucoup, maman. Faites un effort de sorte que votre cher mari, notre cher président, soit réélu en 2023. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien Masanka. C'est tellement enrichissant, c'est tellement bien de vous entendre parler, mais nous sommes limités au temps. La télé, c'est le temps. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez été très, très nombreux à nous suivre à travers vos petits écrans. Merci à tous ceux qui contribuent par leur critique constructive à l'avancement de ce travail que nous faisons avec vous et pour vous. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.